Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face. Aujourd'hui, nous parlons de quelqu'un. C'est une haute personnalité de notre pays. Il a fait la pluie et le beau temps dans ce pays. Aujourd'hui, dans l'éternité, d'heureuse mémoire, on va le dire. Il s'appelait, ou il s'appelle, comme vous voulez, parce qu'on dit les grands esprits ne meurent pas, Étienne Tshisekedi Wambulumba. Le 1er février 2017, le Congo entend un son venant de la Belgique annonçant la mort, la disparition inopinée de quelqu'un que l'on a tant chéri, que l'on a tant considéré comme le parapluie de la démocratie, les défenseurs, le soldat et tout le reste. Étienne Tshisekedi s'en allait. Des cris un peu partout. Les rues sont quasiment enflammées. L'UDPS touchée. La politique congolaise secouée. On en parle avec un membre de l'UDPS, député national, professeur des universités, constitutionnaliste, historien du présent, le professeur André Mbata. Qu'est-ce qu'a été l'homme? Quelle a été sa mission spirituellement, politiquement, scientifiquement? Qui était effectivement Étienne Tshisekedi? Professeur Mbata, bonjour. Bonjour. Le 1er février nous rappelle tous cette date historique, le 17, je veux dire le 1er 2017, en février, Étienne Tshisekedi s'en allait. D'abord, pour vous, qui était-il en réalité? Bon, merci beaucoup pour l'invitation. Je crois qu'en l'espace de quelques semaines, je reviens dans vos studios. J'étais déjà là pour parler du héros national Patrice Emery Lumumba. Voici que je suis de retour. Merci pour l'invitation. Je reviens pour parler d'un autre grand de ce pays, c'est Étienne Tshisekedi. C'est tout un honneur, aussi un privilège d'être associé à l'histoire des grands hommes. Comme ça, oui, bien sûr. Hier, donc, c'était Lumumba, héros national sans conteste. Et aujourd'hui, nous parlons de notre héros. C'est Étienne Tshisekedi qui nous a quittés il y a 5 ans. Et je crois que vous l'avez dans une brève introduction, essayé de définir, de donner une idée de ce qu'était l'homme qui est actuellement dans l'éternité, parce qu'on ne parle pas du passé ici. Oui. Le Sphinx, en fait, les principes pour lesquels il s'est battu, il est entré dans l'éternité, il reste éternel. Donc c'est un privilège, c'est un honneur. Et il faut féliciter votre chaîne. Merci. Qu'on ait le temps de se souvenir des grands hommes. Vous savez, nous sommes des grands pays, un grand pays et un grand peuple. Et je l'ai toujours dit, grandes sont les nations qui honorent les meilleurs d'entre eux. Et ici, nous nous souvenons de l'un des meilleurs d'entre nous, de l'un de nos héros, c'est Étienne Tshisekedi, qui a passé toute sa vie, qui a consacré sa vie à lutter pour une cause, parce que vous l'avez également bien dit, il avait une mission. Et ça, c'est très important lorsque vous parlez de mission. C'est-à-dire, il faut qu'à un moment donné de l'histoire, chaque personne, là où il est, là où elle est, il se dise, j'ai une mission. Chacun de nous, en fait, a une mission. Comme François Fanon le dit, soit de la trahir ou de la conquérir. Voilà, vous le dites bien. L'auteur des damnés de la terre, qu'on connaît bien, en tout cas, c'est toujours bien de rappeler Franck Fanon. Parce que Franck Fanon était, d'une façon ou d'une autre, lié au Congo. D'une façon ou d'une autre. Et François Fanon avait vu venir ces choses lorsqu'il dit dans les damnés de la terre, lorsqu'il dit que chaque génération doit, à un moment donné, choisir sa mission. Donc la mission est importante. Chaque génération doit choisir sa mission. Et sa mission, c'est celle de trahir. Ou de l'accomplir. Ou de l'accomplir. Eh bien, Étienne Tshisekedi, parce que nous parlons de lui, il avait effectivement une mission. Et cette mission-là, il ne l'a pas trahie. Il a accompli. Et s'il faut suivre l'idée même de Franck Fanon, lui n'a pas trahi sa mission. Ils sont nombreux parmi nous qui trahissent leur mission ou qui ont choisi de trahir leur mission. Étienne Tshisekedi avait la sienne, lutter pour la libération de ce peuple, lutter pour la démocratie et l'état de droit dans notre pays, lutter pour la justice. Voilà la mission pour laquelle il était venu au monde. Et cette mission-là, on peut le dire, 5 ans après qu'il a accompli sa mission. Et aujourd'hui, l'on se rappelle de lui comme si c'était hier. Il est né dans la ville de Kananga le 14 décembre 1932. Est-ce que
au-delà de cette petite biographie, est-ce que Étienne Tshisekedi suit un parcours comme tous les enfants? École primaire, école secondaire, universitaire. Est-ce qu'il suit un parcours comme tout le monde? Bon, absolument, absolument. Mais un parcours exceptionnel. Vous dites qu'il est né dans le Kasaï, un peu comme Lumumba aussi. Il faut dire que ce centre du pays nous a quand même donné des grands hommes. Parce que si vous retracez Lumumba, c'est toujours le centre du pays. Et là, vous évoquez également Étienne Tshisekedi. J'ai dit que nous avons des grands qui viennent de partout, et de tous les coins de notre pays. Mais là également, c'est aussi quelqu'un qui vient du centre. Il suit un parcours exceptionnel. Il est né en pleine colonisation belge. Il a une mission, il évolue. Il entre à l'école primaire, il fait l'école secondaire. Et il faut dire que Étienne Tshisekedi a été l'un des élèves les plus brillants de sa génération. Ceux qui ont étudié avec lui, ceux qui se souviennent, disent qu'il était toujours le premier de sa classe. Il était toujours parmi les meilleurs de sa génération. Là où il était, là où il a étudié, chez les prêtres, et on ne peut pas s'en douter. Quelques années plus tard, après l'indépendance, il sera proclamé docteur en droit. Donc il devient en fait le premier Congolais dans ce pays, le premier Congolais à obtenir un diplôme de doctorat, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut dire, une quarantaine d'années avant nous. Le premier Congolais à devenir docteur en droit, c'est Étienne Tshisekedi, le tout premier. Et cela, c'est tout un symbole dedans. C'est l'université Lovanium. Et dans le système de l'époque, donc il était le premier Congolais à obtenir ce diplôme-là. C'est pour montrer tant soit peu comment son parcours est exceptionnel. Comment il était d'une intelligence exceptionnelle. Alors, mais il y a une controverse autour de ce titre de doctorat. Nous avons tous suivi le professeur Kalele, qui a mis en doute en fait, le doctorat en disant que ce n'était pas un doctorat classique comme vous, par exemple, ou comme les autres. C'était un titre honorifique, tout simplement. Ce n'est pas qu'il a suivi une spécialité de ça, sinon il aurait écrit un livre, il aurait écrit une thèse, et s'il avait écrit une thèse, c'était quoi la thèse? Donc, tout un questionnement sur la question. Bon, il faut dire ceci, il faut connaître le système universitaire. Oui. Et les systèmes changent. Et lorsque l'université Lovanium, on n'a pas dit un doctorat honoris causa. Et il y a des pays où on peut obtenir un doctorat sans avoir fait, et sans nécessairement une thèse. Ça dépend de la façon dont ça évolue. Mais à ce moment-là, mais il est proclamé docteur à l'université Lovanium. Je ne sais pas de quoi nous allons parler. Est-ce qu'il avait une thèse? Est-ce qu'il a fait une thèse? Non. Ça portait sur quoi? À l'époque, il ne fallait pas de thèse. Ah, d'accord. Vous voyez, le système évolue. Vous avez par exemple étudié, vous êtes licencié en droit, vous êtes justement maintenant doctorant, et vous allez... Mais ça n'existait pas. On vient par exemple d'inaugurer un nouveau système, le LMD. Licence, master et doctorat. Mais il y a des gens qui n'ont jamais fait ça. Parce qu'il est tout nouveau. Donc c'est l'évolution du système universitaire. À l'époque, on n'avait pas ça. Maintenant, on a le LMD. Moi, je n'ai jamais fait le master, par exemple, ici. Évidemment, j'ai fait le master dans le système anglophone, en Afrique du Sud, un peu comme aux États-Unis. Ça, c'est dans un autre système. Mais dans notre pays, c'est la première fois qu'on va faire le master. Ça n'existait pas dans les années 67. Donc, le système a évolué. Et puis, vous parlez à un professeur d'université, lorsque une université lui donne ce diplôme-là, et quelle université? Et à l'époque, Lovanium, c'est quand même l'une des plus grandes universités du continent, avec les Makerere et les autres. C'est l'une des grandes universités. Tout le monde, les gens venaient étudier à Lovanium. Ce n'est pas n'importe qui pouvait étudier à Lovanium. Cette université-là lui donne le titre de docteur en droit. Je ne veux pas contester là-dessus. D'accord. Mais pourquoi il a fait le droit? Pourquoi il a fait le droit? Pourquoi il n'a pas fait les sciences d'ingénieur ou médecine? Est-ce que c'était la condition à l'époque? Il était porté par ça? C'était un destin? Pourquoi il a Non, mais tout le monde n'a pas fait le droit. Hier comme aujourd'hui, lorsqu'on a toujours dit tout le monde n'est pas juriste, et tout juriste n'est pas constitutionnaliste, on l'a toujours dit. Et tout constitutionnaliste n'est pas bon. Bon, voilà. Donc tout le monde ne doit pas faire le droit. On n'en veut pas ceux qui n'ont pas fait le droit. Il y a des disciplines aussi tout aussi importantes, la chimie, les sciences exactes, l'économie, les sciences politiques, la sociologie. C'est tout aussi important. Mais Étienne Tshisekedi, comme nous-mêmes, avons choisi de faire le droit. D'accord. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, nous avons commencé, vous aviez commencé par là. Il a accompli une mission, on a évoqué tout à l'heure Franck Fanon. Exact. Et lui, nous devons dire, Étienne Tshisekedi, c'est un homme préparé. C'est un homme préparé par le destin. Il a une mission. Quelle est sa mission? Sa mission,
c'est lutter pour la démocratie, l'avènement de l'avènement dans son pays, pour la justice et pour l'état de droit. Voilà la mission. Et pour parvenir à réaliser cette mission-là, ce n'est pas nécessairement le journaliste qui va vous amener, même si tout ça, je sais que vous êtes un grand journaliste, mais vous êtes d'abord un juriste. Merci. Pour accomplir cette mission-là de l'état de droit, ce n'est pas la chimie qui va vous aider. Vous comprenez tout de même. Alors, donc, ce n'est pas la physique. Il est préparé et Dieu, bon, nous sommes des croyants dans ce pays, et lui aussi c'était un grand croyant. Donc il s'est dit, on lui dit, pour cette mission-là, il choisit le droit. Où le destin lui impose le droit. Et il deviendra finalement docteur. Il devient le premier docteur en droit. Alors, et il va aller plus loin. Il sera ministre de la Justice. Mais avant d'abord d'être ministre de la Justice, il était à l'ENDA, on nous a dit qu'il a fait l'ENDA. Après, à l'ENDA. Oui, à l'ENDA c'était quand? Il était directeur. Avant qu'il devienne ministre ou avant? Non, il était patron. Ah, avant l'École nationale d'administration, oui. Ça c'est avant qu'il devienne ministre. Non, il est ministre, je crois, c'est toujours vers la même époque. La même époque. Oui, alors quand il est à l'ENDA, pourquoi il est parti à l'ENDA? C'est Mobutu qui veut qu'il soit à l'ENDA? Non, là il est nommé à l'ENDA. L'ENDA c'est l'École nationale d'administration. Voilà, nous venons de ressusciter l'École nationale d'administration. Okay. Vous avez des pays comme la France et comme dans d'autres, tous ceux qui doivent entrer dans l'administration, ils doivent passer par cette école-là. C'était l'ENDA à l'époque. C'était ça. C'était lui les directeurs généraux, oui, le patron, le directeur. Oui. Tous ceux qui pouvaient travailler dans l'administration, même dans la magistrature, ils passaient par l'ENDA. C'était ce qu'on peut, l'équivalent chez nous des grandes écoles. C'était la grande école. Vous avez ailleurs l'école normale supérieure. C'était la grande école chez nous. Alors, et c'est lui également qui va le diriger. Donc il est dans sa mission. Et c'est une leçon importante. Lorsque vous avez une mission, vous ne tâtonnez pas. Vous devez entrer dans le sillage. Vous devez emprunter le chemin qui vous amène à cette mission-là. Et si vous voyez tout le parcours de Etienne Tshisekedi, de l'école, bon, là où il est passé, l'université, l'ENDA, ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur, député national finalement, aussi comme nous autres, plusieurs décennies avant, et il avait cette mission-là, c'est-à-dire œuvrer pour l'avènement d'un état de droit. Et là, il était vraiment... il était en harmonie avec son peuple. À partir de quel moment il veut faire la politique? Bon, c'est difficile. Peut-être il faut demander aux historiens, il faut confesser. Je n'ai pas écrit. Je félicite les amis. J'ai vu 2 ou 3 autres qui ont écrit un livre sur Etienne Tshisekedi. Je voulais moi-même le faire, mais j'ai un peu abandonné le projet. Et ils peuvent nous retracer effectivement quand il choisit. Mais je crois que c'est déjà lorsqu'il est commissaire général, dans le tout premier gouvernement. Et à l'époque, quand vous êtes universitaire, bon, il fait partie des premiers universitaires de ce pays. Et vous savez, pendant ce temps-là, nous avions des évolués. Il y avait des gens qui terminaient l'école par la 7e et qui n'allaient pas à l'université. Mais déjà, à la 7e, on était très bien formés. Parce qu'il y avait des enseignants, ils vous parlaient très bien, ils écrivaient très bien. Et celui qui a fait la 7e hier, il est peut-être meilleur que celui qui fait le graduat aujourd'hui. Ils étaient très bien formés. Formés dans les grandes écoles déjà au primaire. Et à l'époque, il est né pendant la colonisation. Et quand vous avez une mission, c'est tout à fait normal. Vous devez travailler pour que votre peuple devienne indépendant. Parce que toute son adolescence, c'était sous la colonisation. Il est né sous la colonisation. Oui, en 1932, le régime on suppose que même quand il a 20 ans, il est toujours sous la colonisation. Oui, il est né sous la colonisation. Et à cette époque-là, un universitaire de sa trempe, tout intellectuel sérieux, vous avez vu même Abbé Maloula et les autres, c'était lutter pour la libération de son peuple. Donc, dès le départ, il était né dans cet esprit-là qu'il faisait faire la politique, et pas la politique comme assimilée à la politique, mais la politique au grand sens. Mais son amitié avec Mobutu, sa rencontre avec Mobutu, comment elle se passe? Est-ce que vous avez une idée sur leur rencontre? Bon, je ne suis pas très au courant, mais je sais que ça doit se situer au même moment dans les années 59 et 60. Vous savez, Mobutu, lui, fait du journalisme en Belgique. Exact. Et Tshisekedi est déjà ici. Et vous avez tous, ils sont d'une façon ou d'une autre liés à Patrice Emery Lumumba, dont je parlais il y a quelques semaines, à notre héros national. Ils sont d'une façon ou d'une autre liés.
Ah, Tshisekedi aussi était lié à Lumumba. Bon, dans sa conception, parce que tous veulent l'indépendance. Donc il y a un dénominateur commun. Lumumba, à ce moment-là, nous avons parlé longuement de lui. On ne cessera jamais de parler de notre héros national, Patrice Emery Lumumba. Donc lui, Lumumba, ce n'était qu'un symbole en fait. Lui, derrière lui et tous les autres, ils luttaient pour l'indépendance de ce pays. Et sur ce plan-là, ils étaient tous ensemble. Ils étaient tous liés. Alors, ses premières Ou fonctions... ils pouvaient même se connaître. Oui, ses premières fonctions en politique, il devient commissaire. Après, il va devenir... je voudrais que vous puissiez... Commissaire adjoint. Commissaire adjoint. Général adjoint. Alors, il est finalement du MPR. D'autres disent, non, ils ont créé le MPR. Le de Tshisekedi et Mobutu. Il y en a un son de cloche qui dit non, non, c'est Mobutu qui crée son MPR et Tshisekedi vient simplement comme un cerveau qu'on appelle pour concevoir des choses. Entre autres, manifeste d'inceler, il paraîtrait, il faut que je le dise, Tshisekedi aurait écrit, si pas une grande partie, mais en tout cas les bouches que Mobutu aurait corrigé après. Est-ce que cette amitié va longtemps durer ou qu'est-ce qui va finalement briser cette amitié? Disons carrément que c'était des contemporains. S'il est né en 1930, l'autre en 1932, ce sont des contemporains. Et même au gouvernement, lorsque Mobutu vient, il est le secrétaire de Patrice Emery Lumumba. Mobutu est secrétaire de Patrice Emery Lumumba. Et lorsque Lumumba a des problèmes et qu'il y a un gouvernement de commissaires généraux, on fait appel aux universitaires. À ce titre-là, lorsque Mobutu, les Liao, les Bomboko et Tshisekedi viennent, mais ils sont connus de Mobutu. Alors, donc, Bomboko, Liaou, Tshisekedi se connaissaient déjà à l'université. Non, tous n'ont pas été à la même université. Ah, d'accord. Mais Mobutu, c'était des intellectuels. Oui, Mobutu était là comme secrétaire de Lumumba. Il les connaissait. Du moins, ils n'étaient pas nombreux, les premiers universitaires. Ils étaient à compter du bout des doigts. Parce que Mobutu n'était pas universitaire. Mobutu n'était pas universitaire, mais il était journaliste. Il était très avancé. Et très instruit. Oui, très instruit. Oui. Et ce n'est pas pour rien que le secrétaire de Lumumba. Il avait donc un niveau. Il avait un niveau très élevé. C'était un journaliste, ce n'est pas à confondre avec certains. Évidemment, nous avons des grands journalistes aujourd'hui. Mais Mobutu, c'était un grand journaliste. Et un journaliste, à l'époque, et ça devrait être également le cas, c'est votre cas, c'est quelqu'un qui est très instruit. C'est quelqu'un qui a une grande culture générale. C'est quelqu'un qui sait lire. Et apparemment, il y a des personnes qui sont dans le journalisme aujourd'hui qui ne savent pas lire. Mais Mobutu avait une bibliothèque. Alors, vous en avez justement. Donc ils se connaissaient et ils avancent au même moment. Okay. Alors, et dans les années maintenant, lorsqu'il y a le coup d'État, vous parlez le coup d'État, mais Tshisekedi n'est pas loin. Et il est effectivement là, aux premières heures. Il a participé à la rédaction du manifeste de Lancélé. Et le manifeste de Lancélé, tout le monde en convient, c'est un document formidable. On parle d'un chef-d'œuvre. Oui, un document formidable et il y a participé. Et son statut, et sa stature aussi, lui permettait de jouer un rôle, c'est ce qu'il a fait. Alors, il est devenu ministre de Mobutu, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, et tout ça jusqu'à ce que le divorce intervienne plus tard, des années plus tard. Je voudrais bien qu'on parle de ce divorce, parce que c'est assez important. Quels sont les idéaux qui gouvernent Tshisekedi en ce moment-là? Parce que Mobutu est un dictateur, Mobutu prend le pouvoir par force, Mobutu n'a aucune idéologie de paix ou de démocratie, alors que Etienne Tshisekedi, lui, déjà intellectuel, universitaire, c'est quelqu'un d'ouvert. Pourquoi le choix d'un dictateur et pourquoi divorcer avec ce dictateur ou d'avec ce dictateur? Bon, il faut dire ceci. Mobutu n'est pas un dictateur. Un coup d'État. Vous comprenez? Oui, il n'est pas un dictateur. Et que même quand vous faites un coup d'État, c'est un groupe. Oui. C'est un groupe d'individus. C'est un groupe qui fait un coup à un moment donné parce que ça ne marchait pas dans le pays. En violant les textes. Un coup d'État, c'est toujours comme ça. Oui. C'est toujours comme ça. Ça ne violait pas, ça ne marchait pas. Il y avait le Premier ministre Tshombe, ça ne va pas être le gouvernement, le Premier ministre, le président. Il y a ces tensions-là. En fait, bref, ils arrivent au pouvoir. Et quand ils arrivent au pouvoir, ils rédigent le manifeste de Lancélé. Et à ce moment-là, Mobutu n'est pas dictateur. Et vous voyez, ils vont arriver même jusqu'à la constitution du 24 juin 1967. Et si vous lisez comme constitutionnaliste ou juriste, la constitution de 1967 n'était pas... C'était une bonne constitution, d'une façon générale. On s'inspirait pratiquement du modèle américain,
On voulait d'un régime présidentiel. Et sur le plan des partis politiques, en 67, et Mobutu est là. Ce n'était pas le parti unique. L'article 4 de la Constitution. De cette Constitution. Oui, de cette Constitution-là. Mais on pouvait créer plusieurs partis politiques dans ce pays. Le MPR n'était pas encore né. Et Tshisekedi entrait effectivement dans cette dynamique-là, qu'il nous faut construire un État de droit, un État fort, un État... donc déjà en 1967. 67, et que le multipartisme était reconnu. Donc ce n'était pas la voie unique. Mais ça, vous nous informez. Et vous informez plusieurs personnes. Bon, donc Tshisekedi avait déjà des idées d'avoir un pays, un État de droit, avec plusieurs partis. Mais déjà en 67, pas seulement Tshisekedi, avec tous ses compagnons à l'époque, ils sont encore dans cette dynamique-là, qu'il fallait, l'article 4 reconnaissait plusieurs partis politiques. Mais qu'est-ce qui va se passer? Progressivement, Mobutu se détache de l'idéal. Mobutu se détache du manifeste de l'Ancélé qu'ils avaient écrit ensemble. Mobutu s'éloigne progressivement de la Constitution de 67. On prévoyait 2 partis politiques au moins. Mais Mobutu tend progressivement, il y a des tendances autoritaires, progressivement, il voudrait rester seul. Il voudrait s'imposer. Progressivement, il a tracé son cap vers la création d'un parti unique. Le pouvoir se personnalise. Mobutu n'est plus l'homme simple et modeste qu'on voyait à l'époque, retroussons les manches. Non. Il devient, progressivement, il prend les allures. Alors là, il prend des noms, il est timonier. Il n'était pas encore timonier, mais il est dans la cour, il est en train de progresser. D'accord. Il est en train de progresser. Même en 70, ils progressent ensemble, ils sont encore ensemble. Mais progressivement, je crois que vous avez fait le droit constitutionnel, vous avez le texte. Comment on est en train de modifier le texte de 67? Si bien qu'aujourd'hui, le texte de 67, la Constitution est modifiée totalement. Et encore plus fondamentalement en 74, lorsque le MPR devient parti unique. Oui. Donc on lance le MPR. Ça allait encore. Mais le MPR devient parti unique, devient l'unique institution, première institution, et puis l'unique institution du pays. Alors là, progressivement, Tshisekedi commence à se détacher de Mobutu pour arriver jusqu'à ce qu'on a vu dans les années 78-81. Est-ce que Tshisekedi était d'accord avec le fait de changer le nom du pays, de rebaptiser le pays au nom des Zaïre? Était-il d'accord sur la question? Bon, ça je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée, je ne sais. Mais dans tous les cas, la débaptisation du pays de Congo en Zaïre, ça ne posait pas un très grand problème. Non. Mais c'est plutôt le fait de s'écarter de l'idéal. Des principes. Donc on s'écarte progressivement des principes de l'état de droit qui étaient dans la Constitution de 67. Et Tshisekedi aussi ne s'est pas détaché en un jour. Donc c'est progressivement qu'il va prendre ses allures, il s'est fait élire, et puis il y a eu pour arriver jusqu'au manifeste du 13. Des 13 parlementaires pour se détacher finalement de Mobutu dans les années 80. Donc ça a été progressif, mais qu'est-ce qui a provoqué cela? Il s'est rendu compte justement que Mobutu allait dans une autre direction. Mobutu, c'était le parti unique qui était déjà là, c'était devenu un homme seul, c'était une dictature qui s'imposait dans ce pays. Alors dès ce moment-là, Tshisekedi ne pouvait plus marcher ensemble avec Mobutu. Alors on dit que Tshisekedi aurait tué ou fait tuer Lumumba. Que l'acte de condamnation de Lumumba à la mort, c'était un acte signé politiquement par Étienne Tshisekedi. Et on dit encore que les martyrs de l'indépendance, c'était encore Tshisekedi, ministre, celui qui aurait conduit toutes ces personnes-là à cette fin funeste. Non, je crois que ce n'est pas documenté, comme disaient les anglophones. Rétablissons la vérité. Non, Tshisekedi n'a pas fait ça. Non. Ce sont des choses qu'on a entendues et déjà. Je crois qu'on ne va pas reprendre ici le débat qui a eu lieu lors de la conférence nationale souveraine. Je sais que vous étiez encore plus jeune. Tous ces débats ont eu lieu à la conférence nationale souveraine et il a été établi. Je crois un très grand travail s'est fait. Il nous faut peut-être revoir les travaux de la conférence nationale souveraine. Il y avait une commission d'enquête, il y avait des commissions qui étaient établies. Eh bien, après tous ces travaux, nous avions des historiens de grands noms. La plupart de nos intellectuels ont participé à ce travail de la conférence nationale souveraine. Personne n'a établi, Tshisekedi n'a jamais tué Lumumba, il n'a jamais été impliqué là-dedans. Et ici, je parle comme
on va dire que le prof va dans un sens, il manque d'objectivité. Non, je parle de faits. Mais on nous Il n'y a aucun fait à la conférence nationale. Il y a des documents qu'on a montrés où il signé Étienne Tshisekedi qui traite Lumumba des crapauds. Un télégramme ou un télétexte, un truc du genre. Bon, on n'a pas, dans tous les cas, je voudrais dire ceci. Parce qu'il était ministre. La conférence, c'est-à-dire ce débat-là a eu lieu à la conférence nationale souveraine. Et ici, nous parlons de faits. La conférence nationale souveraine n'a jamais dit que Tshisekedi était impliqué de loin ou de près dans la mort de Lumumba du héros national. Et il est dans la mort des martyrs? Même pas dans la mort des martyrs. Mais il était qui en ce moment? Oui. Quand on tuait les martyrs, lui, il occupait quel poste en ce moment-là? C'était en quelle année? Ben, je ne sais plus, en tout cas, il faut voir encore l'année. Ah bon, je n'ai pas une mémoire fraîche sur la question. Il faut revenir. Oui. Bon, dans tous les cas, Tshisekedi n'a pas été impliqué par la conférence nationale. Et la conférence nationale, qu'on le dise aujourd'hui, c'était plus de 3000 participants venus de tous les bords, de la diaspora, du pays, des intellectuels, des chefs coutumiers, tous étaient à la conférence nationale souveraine. Tshisekedi n'a jamais été impliqué dans la mort de Lumumba. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, après avoir été lavé, qu'il est proclamé Premier ministre, qu'il est élu Premier ministre, parce que la conférence nationale souveraine estimait qu'on ne pouvait pas se fier aux bobards, aux fake news. Les fake news ne sont pas nés aujourd'hui. Dans la presse, les fake news datent de longtemps avec les fameux journaux, bon, les journaleux, moi je les appellerais, parce que quelqu'un qui ne fabrique que les fake news, je ne pense pas qu'on puisse l'appeler un journaliste de ce nom. Je crois que les donc, historiens il était au-dessus de tous les soupçons, oui. Et aucun historien ici, et ici nous parlons scientifiquement, aucun historien n'a établi que Tshisekedi était impliqué dans ce massacre-là. Très bien. Non. Alors, évoluons sur la question, et toujours dans la même logique d'ailleurs, Étienne Tshisekedi, finalement, va s'opposer à Mobutu, son ami, comme on le dit. Ils ne s'entendent plus, l'UDPS va être créé plus tard. Mais on va s'entendre sur un fait que Mobutu a traité Tshisekedi de frustré, de quelqu'un à qui on a ravi les beefsteaks et qui ferait tout le temps, il serait en colère. Je me rappelle encore de cette interview de Mobutu, on dit est-ce que si on choisit un autre nom et tout ça, il dit choisissez tout le monde sauf Tshisekedi. Et il a dit pourquoi, il dit qu'il est aigri, il est frustré, ainsi de suite. Est-ce que la discorde entre Mobutu et Tshisekedi ne se situait pas au niveau des postes, au niveau du positionnement? Bon, disons d'abord une chose, une précision. Tshisekedi en réalité ne s'est jamais opposé à Mobutu. Et il le disait lui-même. Tshisekedi était opposé au système Mobutu. Pas Mobutu comme individu. Et en réalité, il s'est parlé. Ben oui, on le voyait en réalité, il communiquait. Dans les événements, dans les deuils, et ainsi de suite, on le voyait. Mobutu, même plus tard, lorsque Mobutu est malade à Nice, Mobutu peut se déplacer. Mobutu aurait parrainé beaucoup d'enfants voilà. de Tshisekedi. Donc Mobutu, Tshisekedi... Entre autres, le président Félix Tshisekedi. Voilà, je ne sais pas, c'est possible. Ça, on nous a dit. Oui, mais ce ne serait pas un problème. Non, pas du tout. Hein. Non, c'est-à-dire que Tshisekedi, c'était un homme, parce qu'il avait une mission. Il ne s'était jamais opposé à Mobutu comme individu, mais comme système. Mobutu était arrivé à symboliser un système de corruption, un système, il symbolisait à un moment donné les antivaleurs. Donc, c'est pour cela que Mobutu et Tshisekedi étaient opposés au système de Mobutu. Il était opposé en fait au système du impère, mais pas à Mobutu comme individu. Mais il paraîtrait qu'il aurait demandé qu'on lui laisse la possibilité de créer son UDPS, et puis il n'y aura pas de problème. 2 partis suffisaient pour lui, mais pas une ouverture assez longue, assez large pour les autres. Bon, c'est-à-dire, disons d'abord, je crois que je dois répondre à l'autre question. Tshisekedi frustré par le pouvoir? Non. Tshisekedi n'a jamais été frustré. Parce que ses missions n'étaient pas là. Et c'est aujourd'hui qu'on doit le dire. Sa mission, c'était de parvenir à l'instauration d'un état de droit dans notre pays. C'était ça sa mission. Vous savez, chacun, on revient encore à Franck Fanon, chacun doit avoir sa mission. Et je crois, pendant qu'on se souvient, on célèbre la mémoire, on rend hommage à Étienne Tshisekedi, le Sphinx. Et cet événement doit également, comme je le disais la fois passée, nous permettre que chacun de nous s'interroge sur sa mission. Chacun de nous a effectivement une mission là où il se trouve. Alors, quand on va évoluer... Alors, revenons à Tshisekedi. Ce n'était pas le pouvoir. Lui, c'était l'état de droit qu'il fallait. Lui, c'était la justice. Et en fait,
Tshisekedi, c'est pour cela qu'il y a ce mariage entre Tshisekedi et son peuple. Et lorsque vous lisez le préambule de notre constitution, nous, peuple congolais, unis par le destin et par l'histoire, autour de nobles idéaux de liberté, de fraternité, de solidarité, de justice, de paix et de travail, eh bien, Tshisekedi, c'est quelqu'un qui s'est battu pour des idéaux. Entre autres, l'état de Et droit, pas pour le pouvoir, la démocratie, la justice, la liberté, pour des idéaux. Et c'est très important. Combien sont-ils aujourd'hui des gens, des hommes et des femmes qui se battent pour des idéaux? Il y a de moins en moins. C'est très important ça. Il y a de moins en moins. Mais revenons maintenant sur la lignée. On va y revenir. Parce qu'une nation, une personne, un homme, une femme sans idéal, mais ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine d'exister. On peut vivre sans exister. Et c'est Jean-Paul Sartre, pour voir un peu cette différence entre vivre. Même les animaux vivent et exister. On ne va pas entrer dans ce discours-là existentialiste, et qui était développé par Jean-Paul Sartre et d'autres. Mais il y a des gens, on ne peut pas, il faut un idéal. Alors, et Tshisekedi, c'était un homme des idéaux. Et parmi ces idéaux-là, le pouvoir, ce n'est pas un idéal. Et lui, donc, il s'est battu pour un idéal, pour des idéaux, l'état des droits et la justice. Et je reviens là-bas, le frustré. Mais lorsque Mobutu le nomme, Tshisekedi est nommé premier ministre. Et il arrive au Mont Galema, à la prestation de serment. Premier ministre, avec tous les honneurs qu'on ça donne. Oh, j'imagine combien de Congolais sont prêts à mourir pour avoir un poste de responsabilité. Combien de Congolais sont prêts à mourir, voler, tuer, assassiner, juste pour avoir un petit pouvoir politique. Mais qu'est-ce que c'est que le pouvoir signifié? Combien sont-ils aujourd'hui? Parce que chez nous, le mal, c'est lequel? La politique devient une profession. Il n'y a pas autre chose. Et toutes les antivaleurs sont permises pourvu qu'on émerge. Non. Tshisekedi s'est battu pour les idéaux, pas pour le pouvoir, il n'était pas un frustré. Je rappelle l'événement. Dans ces années-là, vers la fin du siècle dernier, nous sommes dans les années 90, Tshisekedi est nommé Premier ministre par Mobutu. Il arrive avec l'escorte que vous avez. Les hommes politiques congolais, les politiciens, vous savez comment ils adorent la garde. Et Tshisekedi en avait, non, pour aller prêter serment, comme premier commissaire d'État. Les motards, il y en avait. Hein? Mais il faut bien les utiliser. Il en avait. Mais il arrive, et à un moment donné, il refuse d'être premier ministre de Mobutu et il applique le premier bic rouge. Ensuite, le bic rouge, c'est lui, d'abord. Celui qui a commencé avec les bics rouges. Mais c'est lui, le fils n'a fait que imiter ou s'inspirer du père. C'est lui qui commence avec le bic rouge. Il est devant Mobutu, prêté serment comme premier ministre. Vous avez des gens qui applaudissent. Les autres se disent, non, nous avons en fait un frère, un parent qui est Premier ministre, nous serons au pouvoir, je serai ministre, nous allons également nous enrichir, nous allons payer des fermes, nous allons faire des hôtels avec l'argent des rémunérations, des émoluments du Premier ministre. Mais il arrive là, il met le bic rouge, il ne peut pas prêter serment et il perd la fonction d'être Premier ministre. Et ça, tu sais qu'il savait le faire. Mais ça, et la question, c'est-à-dire... C'est une indélicatesse. Indélicatesse ou pas, c'est pour vous dire qu'il n'était pas frustré. S'il courait pour le pouvoir, combien de gens ont déjà refusé dans ce pays d'être ministre ou même Premier ministre? Combien de gens se battent? Combien de gens mentent sur le dos des autres? Combien de gens vont même dans le fétichisme? Mais il a fait il a été... Et combien de gens peuvent faire ça? Il a été combien de fois Premier ministre? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Des fois, plus de 5, tout ça, nos historiens vont le dire. Est-ce qu'il a fait ça toutes les fois où il était Premier ministre? Bon, il était là peut-être 2 ans, 3 ans. Il est parti, il revient, il part, il s'en va parce que pour lui, le pouvoir n'avait pas de sens. Avec un dictateur. Avec un dictateur. Et si ce pouvoir-là ne pouvait pas contribuer dans l'environnement où il se trouvait à améliorer les conditions de vie de son peuple. Et là, c'est une leçon très importante que Étienne Tshisekedi nous laisse. Et aux politiciens d'aujourd'hui, ils sont nombreux. Je préfère bien être un homme politique qu'un politicien. Très bien. Ils sont nombreux. Revenons. C'est quoi? Comprendre qu'une fois pour toutes, comme Étienne Tshisekedi, que le pouvoir politique n'a pas de sens. Ce n'est pas pour vous enrichir, messieurs, madame. Ce n'est pas pour donner l'emploi à vos frères et à vos cousins et faire du clientélisme. Ce n'est pas pour construire des hôtels, avoir des carrés miniers et autres. Non.
Eh bien, cette célébration de la mémoire de Etienne Tshisekedi nous permet de comprendre que le pouvoir, et le pouvoir politique, il n'a aucun sens s'il ne nous permet pas de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de notre peuple. Et c'était ça l'idéal pour lequel Tshisekedi s'est battu. Et c'est pour cela, c'était dans la droite ligne de sa mission, la mission qui lui était donnée, qui lui était confiée. Alors, je veux dire, le divorce intervient quand exactement? Où c'est vraiment fini, il n'y a plus d'espoir, Mobutu doit partir. Ça commence à partir de quand? Est-ce que ça commence quand l'UDPS est créé ou ça commence bien avant ou bien après? Le divorce total. Bon, le divorce au niveau final, vous savez, même dans le mariage, le divorce est toujours progressif. Il y a des avertissements, non? Oui, bien sûr. Vous êtes marié, non, oui, écoutez. Mais l'acte final qui sépare les gens. Bon, je crois c'est... La création de l'UDPS? Pas tellement la création de l'UDPS, c'est parce qu'en 90 déjà. Oui. Parce que l'UDPS, on croyait encore que Mobutu allait changer. En 82, lorsqu'on crée l'UDPS. Lorsqu'on crée l'UDPS, on croyait que Mobutu pouvait changer, que le système pouvait changer. Mais ils se rendent compte après 90 qu'on est en train de faire marche arrière, qu'on n'est pas en train d'avancer. Là, le divorce est consommé et il doit lutter. Ce n'est pas le divorce avec Mobutu, mais le divorce avec le système Mobutu. Oui, mais là c'est Tshisekedi passe d'un opposant à un homme à abattre maintenant. Il faut l'abattre, il faut le reléguer, il faut l'envoyer, il faut le torturer. Ça se passe exactement comme ça ou les médias ont aussi un peu amplifié la question qui n'était pas aussi cet homme à abattre comme on veut nous faire croire? Bon, disons d'abord une chose sur Etienne Tshisekedi. Évidemment, aujourd'hui, l'émission, c'est sur Tshisekedi. Exact. Mais il n'était pas seul. Nous ne sommes pas en train de minimiser. Tshisekedi, il y avait d'autres parmi les 13. Oui, mais c'est la figure, on va dire aujourd'hui. Mais c'est la figure emblématique. Oui, c'est ça que je voudrais dire. Parce que les gens risquent de vous dire, mais le prof, il est... Non, on sait que Martin Luther King n'était pas seul, on sait que Thomas Sankara n'était pas seul, mais bon, il faut le dire. Parce que je suis sûr que votre émission, et je salue tous vos téléspectateurs dans le monde entier, je sais qu'il y aura aujourd'hui encore peut-être des milliers de commentaires dans tous les sens. Et j'apprécie. J'apprécie, le pauvre apprécie et vous salue partout où vous vous trouvez. Donc, évidemment, il devient un homme à battre. Mais là aussi, une leçon. Un opposant ne peut pas être un homme à battre. Non. Il faut le laisser vivre. Et c'est ça le mauvais entendement de politique. Et c'est un peu de cela que Félix Tshisekedi, le président actuel, a hérité de son père. Vous voyez les opposants qui sont... Pour nous, un opposant, ce n'est pas un homme à battre. Mais aujourd'hui... vous allez bientôt, vous allez faire une grande conférence en Mbandaka, et avant vous, peut-être après vous, il y aura un opposant en train de faire un meeting oui, dans votre province. On a refusé le meeting de Fayoulou Ali Salah. Il fallait que le gouverneur puisse casser cette décision, parce que pour le maire, ce n'était pas question. Bon, c'est toujours le même, toujours le même gouvernement. Oui. Le gouverneur, c'est le représentant de Félix Tshisekedi en province. Exact. Donc, indirectement, c'est Félix Tshisekedi qui permet à l'opposant que vous citez de faire un meeting. Est-ce que vous comprenez Très bien. Et donc, on permet pour nous, l'opposition, l'opposant, ce n'est pas un homme à battre. Il a une mission, mais il doit savoir bien l'accomplir. Hein? L'opposant, c'est quelqu'un qui doit aussi contribuer. Donc, ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition, nous ne pouvons avoir qu'un seul objectif, c'est comment contribuer à l'amélioration des conditions de vie de notre peuple. Donc, on a cherché, Tshisekedi a été humilié, et dans le sillage de Félix Tshisekedi, encore plus jeune, il a souffert dans sa chair des humiliations. Alors, parlez-nous d'abord il a souffert, donc relégué là-bas à Kabeya Kamwanga, oui, je voudrais qu'on revienne sur la question. Etienne Tshisekedi a sa femme, Maman Marthe, que l'on connaît tous d'ailleurs. Alors, en ce moment, Madame Maman Marthe, c'est d'abord l'épouse d'un ministre de justice, avec toute l'élégance possible, de l'intérieur, mais que l'on va forcer finalement à aller au champ, à aller au village où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route. Qui a motivé cette décision-là? Et c'était dans quel but? De détruire Tshisekedi, de le décourager ou d'essayer de le raisonner? Qu'est-ce que Mobutu cherchait en le reléguant? Bon, voilà, c'était détruire l'opposition. Mais disons d'abord, l'émission nous permet, parce qu'on parle de Etienne Tshisekedi, de saluer également Maman Marthe. Le travail que cette dame a fait autour de son mari, en fait, elle a subi les humiliations. Oui. Et pour réaliser ce que Tshisekedi a pu le faire, il fallait cette dame-là. Parce que très souvent, il faut même dans un mariage, je suis heureux, je salue également votre épouse.
que vous ne pouvez avancer que vous allez dans un même sens. Ouais, si vous avez Mais une bonne si femme. vous avez un idéal et votre épouse est dans la voie contraire, Ouais. elle vient pour jouir. Vous êtes Toi, tu as foutu. un idéal, ça ne marche pas. Ça marche pas du tout. Elle vient pour se faire la plus belle du monde. Elle est dans le maquillage, elle est dans les bijoux, elle n'a rien, elle veut s'enrichir. Toi, ça ne marche pas. Il faut saluer, j'en profite donc pour saluer ma maman. Mais cette femme a tout Et- abandonné, elle a tout arrêté, elle a accepté de tout perdre. Bijoux, luxe, tout pour suivre son mari en forêt, dans une brousse. Elle a fait cela parce que l'objectif poursuivi n'était pas comparable aux humiliations. Est-ce qu'elle savait Hein? qu'elle était en train de rendre un service comme ça? Elle le savait. Ou c'était l'amour qu'elle suivait carrément? Son Non, amour? elle était devenue, c'est une femme politique. Oh, d'accord. C'est une femme politique, pas seulement l'amour. Et ici, l'amour aussi, mais l'amour beaucoup plus grand. L'amour d'une nation À travers un homme. à travers un homme. À travers la Et on lutte d'un pouvait homme. même l'appeler Exact. elle mère de la nation, Oui. comme on a vu avec Winnie Mandela, mère de la nation. Donc c'est l'amour qui a dépassé l'amour d'un homme pour devenir l'amour de tout un peuple. Ils étaient relégués, pourquoi? Parce qu'ils avaient un combat à mener, pas pour eux-mêmes. Si ça ne dépendait qu'eux, ils ne seraient qu'ici, ils auraient renoncé, mais ils luttaient pour un peuple, ils luttaient pour une nation. Expliquez-nous un peu, professeur, comment ça se passe, ces décisions de relégation? C'est vrai, nous, on était encore trop jeunes, beaucoup encore étaient trop jeunes. Qu'est-ce qu'on entend par une relégation? On vient vous prendre par force, on vous envoie à la forêt ou on vous laisse le choix de choisir une ville que vous voulez? Mais- Comment ça se passe, la Mais relégation? en fait, vous savez, il y a il y a ce que j'appelle le turiféraire. Ah oui, Hein? ah, les tambourineurs Et autour aussi, des- aux côtés du chef. Oui, Hein? mais vous savez, il y a des degrés. Oui. Les tambourineurs, ça va encore, mais les turiféraires, c'est le niveau, le niveau suprême de la médiocrité. Oui. Alors ici, il trouve que Tshisekedi est gênant. Il concerne Mobutu. S'il reste dans la ville, nous sommes foutus. Il faut l'envoyer plus loin. Plus loin. Vous voyez, avec tout ce que tu as ici, imagine comme tu es là, on t'envoie au village. Quel est ton village? Tu vas arriver Moi, je bientôt vais aller à Ilangui, À Yangui. vers Ikanga là-bas. à Ikanga. Mais c'est fou, vous êtes Il n'y a pas foutus de là-bas. route, Il n'y a pas de il n'y a réseau. pas d'électricité. Avec tout ce, il n'y a rien, Ouais. on t'envoie là-bas Ouais. pendant 3 ans. Oui. Après, tu es à Djougou. Combien de gens peuvent supporter cela? Il a fait combien d'années là-bas? Beaucoup, beaucoup. Ce va-et-vient là. Entre on te libère, on le remet ici. Là, on l'envoie là-bas, il doit faire le champ, on lui envoie même des tracteurs. Tu sais qu'il doit devenir fermier. Imagine, il a dû endurer tout cela, pas pour ses enfants, pas pour sa famille, Mais, pas mais- pour son groupe. mais bien qu'il mais partait, il parce rentrait avec qu'il la a- même idéologie. Il rentrait avec la même idéologie. Parce que Beaucoup ici, plus radicalisée d'ailleurs. Tshisekedi, en fait, c'est la constance elle-même. C'est la constance. Et beaucoup de gens, moi je préfère être constant. Il y a parfois des gens qui commentent dans vos chaînes, mais le prof est constant. Le prof a lutté pour l'état de droit. Le prof a lutté pour une transition sans Kabila. Le système Kabila. Le prof, où voulez-vous le trouver? Donc il est un peu précurseur du système. Il est dans cette constance-là. Mais combien de politiciens aujourd'hui sont constants? Alors quand on leur a La dit- constance, vous vous sentez là dans la lutte. Vous le chassez, il revient, il n'a pas changé. Mais parlez-nous de l'UDPS, cher Hein? professeur. Hein? On dit qu'il n'est pas le seul, enfin disons, ce n'est pas lui les concepteurs de l'UDPS. Il paraîtrait qu'il a hérité cela parce qu'il n'était pas le premier président. Expliquez-nous dans le contexte dans lequel l'UDPS a été créé. Non, je ne sais pas, peut-être aller un peu plus loin là. Oui, peut-être pas plus loin, mais juste- C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, je mettais un peu de bémol. En disant que Tshisekedi n'était pas seul. Qu'on ne vienne pas me dire que je n'ai pas parlé de Tshisekedi, mais je n'ai pas parlé de Liaou, je n'ai pas parlé de Bouankem, je n'ai pas parlé Et de Kibasa aussi. Kapita et les autres. Kibas a aussi faisait Et les partie de- Kibas, tout ça. C'est pour cela que je voulais déjà prendre cette réserve-là. Ici également, ça ne demande pas de temps. C'est lui la figure emblématique. Vous ne me poserez pas la question en Afrique du Sud. Mais Mandela, il y avait des Oliver Tambo, Bien non? sûr. Hein? Il y avait d'autres. des Son Toutou. Oui, et d'autres. beaucoup ont lutté. Là, c'est la même chose. Mais il y a une figure qui émerge. Et c'est lui. Et c'est lui qui est resté. Alors, Et si vous voyez bien, si c'est lui. Tout le monde peut partir, lui, il est là. Et c'est grâce à lui que nous pouvons arriver là où nous sommes arrivés. Nous avons eu le pouvoir. Et Félix Tshisekedi est là, président de la République, c'est l'UDPS. Évidemment, comme on l'a toujours dit, notre victoire n'est pas encore, elle n'est pas totale.
Alors, Pour avant autant que nous devons encore lutter davantage pour améliorer les conditions de vie de notre peuple. Je voudrais... Donc, en revenant sur Étienne Tshisekedi, donc... De nombreuses rélégations. Je voudrais que vous puissiez nous dire, en 2 mots ou 3, Tshisekedi sous Mobutu, Tshisekedi sous Kabila le père, Tshisekedi sous Kabila Joseph, est-ce la même personne où le degré de préoccupation s'accumulait, où la maturité atteignait un peu son niveau le plus élevé? Non, mais c'est le même Tshisekedi. C'est le même Tshisekedi. Disons d'abord, quand Tshisekedi, c'est un non absolu contre les antivaleurs. Si vous me demandez, moi, de définir Tshisekedi, c'était qui? C'était un non, monsieur, non absolu contre les antivaleurs. Même contre le dialogue aussi, parfois, hein? Vous comprenez? Même contre le dialogue aussi. Contre les antivaleurs. Même contre le dialogue. Bon, mais lorsque les antivaleurs devaient être là, c'était non. Et quand il faisait ça, c'est qu'il croyait absolument à cette victoire, malgré les relégations. Et les gens doivent savoir un peu ce qui était le symbole de V. Quand il levait les 2 doigts là, Tshisekedi croyait absolument que ce peuple vaincrait. Et c'est pourquoi l'UDPS se vaincra. Il croyait, il n'a jamais douté qu'à un moment donné, ce peuple, la démocratie, l'état de droit s'instaurerait dans ce pays. Il ne savait pas que c'est son fils qui allait le remplacer. Il n'a jamais douté. Il n'a jamais douté. Mais il ne savait pas que c'est son fils qui allait le remplacer. Bon, ça, il ne savait pas. Ouais. Hein? Donc, il n'a jamais douté de cela. Et vous avez dit, Tshisekedi sous Kabila, sous Mobutu et tout ça. Oui, mais c'est le même Tshisekedi. Mais non. Mais il y a des techniques de la lutte. Et ça, c'est connu. Le Mandela de 61 au procès des Rivoniens. Le Mandela sous de Klerk. Le Mandela sous les différents régimes. Et le Mandela qui vient négocier, qui vient parler avec le pouvoir blanc. Vous voyez? Le Mandela radical qui évolue, quelle coïncidence. Mandela, c'était aussi un juriste. Ça fait donc du bien d'être porteur d'un diplôme de droit et surtout d'être professeur de droit. Donc, vous me parlez des hommes, Mandela, c'était aussi un juriste. Donc, le même qui a évolué là, radical, mais c'est le même qui, à un moment donné, comprend qu'il faut parler aux Blancs avant l'assaut final, avant la fin de la dictature. Et c'était toujours le même Mandela. Donc, il n'a pas changé d'un iota. Est-ce qu'à un moment donné... Il a poursuivi, l'idéal est resté le même. Est-ce qu'à un moment donné de l'histoire, Tshisekedi voulait quand même que Mobutu revienne sur le chemin? Non, mais plusieurs fois. Parce que la critique qu'il faisait en texte, je disais, l'opposition, le combat de Tshisekedi, ce n'était pas contre Mobutu, mais c'était contre le système Mobutu. Oui. À un moment, lorsqu'ils font le MPR, mais ils croient que Mobutu va changer. Mais Mobutu ne change pas. Parce que Mobutu, en fait, comme un homme, c'était peut-être des amis. Ils se parlaient. Ils avaient des sentiments. Hein? Ils avaient des sentiments. Mais donc, à un moment donné, ils croyaient que Mobutu allait changer. Alors, à un moment donné, ils croyaient que les gens... Donc, Tshisekedi, c'est quelqu'un aussi qui croyait dans les hommes. Mais c'était aussi peut-être là aussi son défaut. C'est comme son fils, Félix Tshisekedi. C'est quelqu'un qui croit aussi dans les hommes. Mais attention, les hommes peuvent aussi vous trahir. Ben, comme ça vous faites confiance en quelqu'un, une grande confiance, mais les hommes peuvent également. On a reproché à Mobutu, à Tshisekedi, l'intransigeance. On dit qu'il était très intransigeant. Il ne voyait que lui. Quand il va rencontrer, par exemple, Kabila le père, il dit, je suis venu voir mon frère, mais on m'a donné, j'ai rencontré des gamins. Et il traitait des gens avec beaucoup d'indélicatesse, des gens qui ont déjà évolué quelque part, des gens qui ont fait preuve à l'armée, dans la rébellion, et tout. Il traite tous ces gens-là des gamins. Alors, on dit quand même, il a manqué de méthodologie. Il n'était pas souple comme son fils, qui pouvait... Non, on lui dit ça lorsqu'on ne comprend pas sa mission. Oui. C'est-à-dire, il ne faut pas... Il y en a qui le traitent comme ça, il n'a pas manqué de souplesse. Sa mission, ce n'était pas de devenir président. C'est là que nous faisons l'erreur. Oh, Akoufi Akouma qui me consultait. Non! Mais entrer dans le sein de Dieu ou dans... Sa destinée, ce n'était pas de devenir président. Sa destinée, c'était de libérer un peuple. C'était la mission, il devait l'accomplir. C'est pourquoi d'ailleurs on l'appelait Moïse. La mission de Moïse n'était pas d'entrer à Canaan. Je sais que vous allez beaucoup à l'église. Oui, et j'aime bien aussi l'église. Et j'ai beaucoup d'amis dans les confessions religieuses. Est-ce qu'il a fait ça Donc, aussi? la mission, c'est-à-dire quoi? Moïse, sa mission, c'était de sortir l'Égypte et ne pas entrer à Canaan. Canaan, c'était pour Josué.
Donc il ne faut pas, quand vous le jugez mal, vous considérez qu'il devait devenir président. Non, ce n'était pas sa mission. Sa mission, c'était l'avènement d'un état de droit. Sa mission, et ça s'arrêtait là. Et ça s'arrêtait là. Dieu dit, le destin dit, les divinités disent non, c'est terminé. Et amenez-nous les meunières au ciel. Et le meunier est allé. Alors vous comprenez. Donc il faut comprendre, sa mission, c'était cela. On va terminer. La démocratie dans son pays, lutter contre les antivaleurs, il a fait, et puis, vous pouvez aller avec son fils, Josué peut venir, aller continuer. On termine cette émission. Et vous voyez cette image-là, oui, de Tshisekedi avec les dernières images, souvent sur les effigies. Vous savez comment ça s'est présenté? Comment? Ça s'incline. C'est comme ça. Si j'avais le mounier, mais vous aurez pu m'avertir avant pour amener mon mounier. On va terminer cette émission. Ouais. Mes chers professeurs, terminons avec l'héritage. Quel est l'héritage politique de Etienne Tshisekedi? Et qu'est-ce que la classe politique doit faire pour s'inspirer d'Etienne Tshisekedi? Bon, Tshisekedi nous a laissé un lourd héritage. S'inspirer, Tshisekedi, c'est l'homme qui s'est battu pour l'état de droit. C'est-à-dire nous autres, vous autres, nous tous, dans la défense de l'état de droit et l'état de droit démocratique, nous devons être intransigeants. Dans la lutte contre les antivaleurs, contre la corruption, contre l'immoralité, contre l'impunité, contre le clientélisme, toutes ces antivaleurs qui sont à la base de la ruine du pays, nous devons être intransigeants. Tshisekedi nous a laissé cela. Tshisekedi nous a également appris que même lorsque vous luttez en politique, vous n'êtes pas des ennemis à abattre. Non. Le peuple vous unit. L'intérêt du peuple doit être notre bien commun à nous tous. Nous ne sommes pas là. Nous nous battons pourquoi? Tshisekedi nous aura appris aussi quoi? Que le pouvoir, on le cherche que dans l'intérêt du peuple. Et le peuple d'abord. Et ça reste. Le peuple et le peuple d'abord. C'est-à-dire dans tout ce que nous faisons, vous et moi comme individu également, nous tous. L'enrichissement personnel, allez alimenter 10e rue. Et chaque fois que je passe par là, ça me fait réfléchir. Ce monsieur, en 61, il était déjà membre du gouvernement, commissaire général, Tshisekedi. Ce monsieur, il est avec Mobutu en 65. Ce monsieur, il est directeur de l'École nationale d'administration, ministre de la Justice 67, ministre de l'Intérieur, il est député. Il est 5 ou 6 fois. Il est DG de la RVA, je ne sais pas. Premier ministre 5 ou je ne sais combien de fois. Oui. Mais RVA aussi, je ne sais pas. Et il vous laisse aller alimenter, il nous laisse quoi? Une maison avec des piscines, 60 fermes. Voilà ce qu'il nous laisse. L'enrichissement personnel. Donc, Tshisekedi, c'est quelqu'un qui ne se battait pas pour l'avoir. Il se battait pour l'être. Mais sont perdues les sociétés dans lesquelles les hommes et les femmes mettent la poursuite de l'avoir avant l'être. Tshisekedi se mettait pour l'être. Pas pour l'avoir, pas pour les biens matériels, pas pour s'enrichir, aller alimenter. Eh bien, cette résistance-là, c'est tout un symbole. Donc, nous devons, l'intérêt du peuple doit primer surtout. Nous devons comprendre que Tshisekedi était, je reviens encore, vous avez fait également du latin, René Descartes, qui dit dans Cogito ergo sum, je pense donc je suis. Mais Tshisekedi, c'était quelqu'un qui pensait. Je ne suis pas parce que je suis au pouvoir. Je ne suis pas parce que j'ai des parcelles partout, parce que j'ai des fermes, parce que j'ai des hôtels, parce que j'ai des voitures, j'ai des camions, j'ai des trains, des avions. Non. Tu n'es pas pour cela. Je suis. Ce n'est pas, c'est je pense donc je suis, ce n'est pas j'ai donc je suis. Eh bien, tout cela, c'est dans la ligne de Tshisekedi. Donc, il nous a appris d'abord à privilégier l'intérêt du peuple, l'intérêt de la nation, mais Tshisekedi, c'était également un nationaliste. Et dans la trace, et parce qu'on parlait, c'est là que la jonction, il y a en fait un pont entre les héros, entre Lumumba et Tshisekedi, il y a en fait une rivière qui coule et qui ne sèche pas. C'est le nationalisme. Est-ce qu'entre... Et des gens qui sont intéressés à l'intérêt du Congo, l'intérêt du peuple congolais vient avant mes propres intérêts personnels, avant les intérêts de pouvoir. Très bien, et tout cela. Nous terminons avec ça. Est-ce que son fils ressemble à son père? Bon, absolument. D'abord, son fils
Bon, il faut aussi également saluer Ça sera un autre débat, Félix certainement. Tshisekedi, président de la République. Mais le président de la République, il ressemble à son peuple. Non, pas seulement ressembler, il a vécu les souffrances de son peuple. Vous le voyez un peu là-bas. Mais il a été aussi relégué. Avec son père, bien sûr. Il a été battu plusieurs fois. Le président que vous voyez malgré... Les images, on voit à sa Mais vingtaine. oui, battu plusieurs fois, non seulement à sa vingtaine, mais également dans le pays. Le jeune Félix a beaucoup souffert. Et il a aussi hérité de cela. Et lorsqu'il dit le peuple d'abord, il faut le croire. Très bien. Et c'est la même philosophie, c'est-à-dire il comprend comme Étienne Tshisekedi que le pouvoir que nous avons, que nous, l'UDPS, nous avons, et que nous avons l'intention de conserver en 2023, et à continuer, eh bien ce pouvoir que nous avons, que nous conservons, il n'a pas de sens si nous ne travaillons pas de toutes nos forces à l'amélioration des conditions de vie de tout notre peuple. Et le président comprend cela, et l'UDPS, mon parti, notre parti, on comprend cela. On ne vient pas se mettre à la place des jouisseurs. Le pouvoir, le peuple nous l'a donné, nous allons le conserver. Nous n'allons pas le conserver avec des baïonnettes, pas avec des fusils, mais parce que le peuple nous aura fait confiance. Et pourquoi le peuple nous aura fait confiance? C'est parce que de toutes nos forces, nous devons continuer la lutte d'Étienne Tshisekedi, c'est-à-dire dans tout ce que nous faisons, privilégier les intérêts du peuple et le peuple d'abord. Merci beaucoup, professeur André Mbata. Je rappelle que vous êtes honorable député national, vous êtes professeur des universités et aussi membre de l'UDPS. Je rappelle que nous parlons aujourd'hui une émission hommage à Étienne Tshisekedi, 2017, le 1er février, un homme, une étoile, de plus c'était dans le ciel et une âme était donc partie. Merci de nous avoir suivis. Tout le mois de février sera fortement alimenté par les débats autour de sa personne. Donc le plateau est très ouvert pour les historiens. Le professeur Mbata l'a si bien dit. Il laisse la place aux historiens de venir rétablir la chronologie. Mais là, on a parlé de sa vision, de sa mission, et le plateau est ouvert. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si opinois, Daimana, Chino, Tueneleye, Nakinyapana Piko, Namosala, Totongambo, Kakuleka Kitoko, Nakinyapana Kongo, Toyemani, Loyembolonene Yalisa.